Alors, la commande, au fond, que moi, tel que je l'ai compris, donc il faut toujours se réapproprier une commande quand on fait un propos, ça évite les malentendus. Ce que Luc m'a laissé entendre, c'est, écoute, ce qu'on veut que tu présentes aujourd'hui, c'est une manière d'intervenir en éthique. C'est celle qu'on a développée, je dis 11, l'équipe de la charge, je vois Richard, j'en vois Marie-Claude, les uns et les autres aussi. Je ne veux pas vous inclure dans mon propos, c'est le droit d'être en désaccord avec moi. Alors, on aura ça tantôt. Mais l'idée, c'est de se dire que je joue le jeu, je vous mets sur la table une perspective, une lecture de ce que peut être l'intervention en éthique. Il va peut-être avoir des redondances pour certains, parce que certains me connaissent. Moi, je trouve que c'est toujours une bonne chose de faire ce que Magali a fait, qu'on soit prof ou non, de dire d'où on vient. Alors, je vais juste essayer de me présenter rapidement. Il y en a 21 diapos, 30 minutes, on devrait être dans les temps pour pouvoir ramasser ça, et puis ensuite, on laissera place à la discussion. Donc, au fond, j'ai plusieurs vies, sans tous vous raconter ma vie, parce que je pense que c'est important de voir avec quelle perspective on a travaillé à la chaire d'éthique appliquée depuis un certain nombre d'années. Je suis juriste de formation, comme je le dis souvent, avocat défroqué, donc je suis membre de l'ordre, mais c'est vrai que j'ai une première formation comme avocat, ça déteint, ça laisse des traces. Alors moi, je n'ai pas de problème avec le contrôle des comportements. Je trouve que même on en a sacrément besoin dans nos sociétés. C'est juste qu'il y a beaucoup de confusion, cependant. J'ai une expérience de plusieurs années comme intervenant auprès des travailleurs non syndiqués parce que j'ai commencé ma pratique de droit là. Et j'ai une expérience, je l'avais mis dans une première version, je pense travailleur de rue, je trouvais ça un peu prétentieux, disons intervenant de terrain. Parce qu'au fond, j'ai travaillé de très grande proximité pendant une quinzaine d'années avec des gens des groupes populaires pour essayer de comprendre, en fait, d'intervenir, de changer les choses sur le terrain. Mais aussi, ça laisse des traces dans la compréhension de ce que peut être une intervention en éthique. Je suis philosophe donc de formation, professeur et tout le reste. Et je suis aussi réalisé plusieurs recherches-actions sur le terrain qui, là j'ai trouvé le mot en préparant mon petit topo de quelqu'un qui va nous parler après-midi que je ne connais absolument pas, Gilles Herreros, excusez si la prononciation n'est pas la bonne, de chercheur, de sociologue de recherche clinique. Et je trouvais l'expression qui sonnait très bien. Au fond, quand on fait de l'intervention en éthique, on est un clinicien de l'éthique, on est clinicien d'intervention. Et j'ai retrouvé là un mot qui me rapprochait beaucoup de mon collègue quand je lisais les textes qu'il a écrits, pas tous, mais certains. Donc, ce que je m'en vais vous présenter, c'est est-ce qu'il y a une spécificité à l'intervention en éthique? Qu'est-ce que c'est l'intervention en éthique et comment on construit cette intervention-là? Moi, je n'ai pas non plus la prétention, je n'ai pas beaucoup d'état d'âme, vous allez vous en rendre compte. Je suis un intervenant à part entière. Je suis aussi un chercheur. Mes recherches sont toujours développées dans une dimension pratique et théorique. Et je sais que comme universitaire, on est toujours aux prises avec ce double chapeau, cette tension en disant « Ouais, là j'ai un cadre théorique, comment je fais rentrer l'organisation dans mon cadre théorique pour obtenir des résultats? » Et comme intervenant, ben, on a tous ceux et celles qui ont fait l'intervention découvert que c'est la dernière chose à faire. Parce qu'une intervention, ça vit. Ça ne veut surtout pas rentrer dans un cadre théorique et ça veut vivre avec sa propre compréhension de la situation. Donc, mes recherches portent sur, moi je les ai divisées là, pour vous faire un peu les 4 topos. Qu'est-ce que l'éthique? Parce que ça m'intéresse de savoir, mais c'est quoi cet objet que l'éthique avec lequel on travaille? Il y a beaucoup de Québécois dans la salle, certains qui viennent de l'extérieur. Ben, la commission Charbonneau, ça nous dit beaucoup de choses, sans doute aux Québécois, peut-être aux autres moins. Mais la commission Charbonneau s'enquête sur les scandales actuellement au Québec. Puis tout est mélangé. Le téléphone n'arrête pas de sonner chez nous, au bureau, pour poser que je suis important, mais essentiellement pour voir, est-ce que vous pourriez nous aider à clarifier c'est quoi ce truc-là? Et puis là, on entend, est-ce qu'on peut remettre de l'éthique dans le shop? Ben non, mais là, tu parles de droit criminel, ça n'a plus rien à voir avec l'éthique. Tu parles de droit, tu parles de moralisation des comportements. Quand on fait tomber tout ça, quand on se rend compte que le crime organisé est sans doute là-dedans, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éthique. Quand on se rend compte qu'il y avait des comportements, des lois qui n'étaient pas respectés, ça n'a plus grand-chose à voir avec l'éthique. C'est peut-être en amont de tout ça qu'il faut chercher la réflexion éthique. Donc, c'est quoi l'éthique? Il me semble que c'est important de savoir avant d'intervenir. Comment forme-t-on à l'éthique aussi? Après avoir su ce que c'était, on peut former à l'éthique auprès des professionnels aussi, bien sûr, mais auprès des organisations. Je mène un projet de recherche avec Alison, Luc, pour savoir comment on forme en éthique. C'est mon cadre conceptuel, je m'en vais vous présenter dans quelques minutes. Puis c'est quoi intervenir? Parce que aussi, si on sait c'est quoi notre objet en éthique, si on sait comment on forme en éthique, mais comment on transpose ça sur le terrain, comment on forme en éthique.
Puis il ne s'agit pas juste de faire du renforcement des comportements, parce que là, on va effectivement, puis on aura la discussion tantôt, passer à côté de beaucoup de choses. Même si je sais fort bien en disant ça, que 90% de la demande, 90% des attentes du terrain sont en contrôle des comportements. Et ce que je m'en vais vous présenter comme réflexion, c'est pas pour exclure le contrôle des comportements, c'est peut-être l'aborder d'une autre façon, me semble-t-il. Et comment intervenir auprès des personnes et des institutions. Alors, ma perspective de réflexion s'installe dans la perspective de Wine, de l'École de Chicago, en sociologie, de l'intervention, et aussi, ça s'inscrit dans une série de lectures que j'ai mis sur PowerPoint, là, pour que vous ayez un peu tout ça en perspective. Pour faire bref, parce qu'il faut aller tranquillement vers le reste aussi, au cours des dernières années, j'ai favorisé les regroupements avec l'aide de collègues, là, de Robert Roy qui n'est pas ici, de Richard et de d'autres aussi, d'étudiants du diplôme, parce que la chaire d'éthique EPI intervient dans une université, pour réfléchir l'éthique. J'ai pu profiter des commentaires, des réflexions des uns et des autres pour vous proposer ce que je vous montrer, en tout cas vous proposer la petite perspective de réflexion que je m'amène là. Pour que vous sachiez aussi, quand je parle des étudiants, c'est pas que je veux me déresponsabiliser, mais au cours des 15 dernières années à la chaire d'éthique appliquée, on a développé beaucoup de terrain. Toujours avec le souci de se dire, on ne sait pas ce que c'est l'éthique, on ne sait pas comment former en éthique, on ne sait pas comment intervenir, donc on va aller voir sur les terrains comment ça se passe. Et c'est de là qu'on a construit un cadre théorique, une réflexion, qui, vous allez le voir, juste avec le titre, vous l'avez déjà aperçu, est une perspective pragmatique. Je ne change pas en religion, vous avez le droit de ne pas partager ce cadre-là sur le plan conceptuel, mais on va essayer de voir la richesse de ce cadre conceptuel-là. Et la raison pour laquelle, plus je lis, plus je réfléchis, plus il me semble qu'il devient incontournable, pas juste en matière d'éthique, en matière d'intervention dans les organisations. Alors, quelques constats. On va commencer par des constats sur le terrain, ce qu'on a fait. Intervenir, ça constitue un acte d'ingérence dans une situation. Il y a de cela quelques années, je commençais toujours un cours parce que j'avais toujours peur de la fameuse approche thérapeutique. On va travailler, je travaillais avec un collègue qui était psychanalyste et qui disait on va faire évoluer les gens. Et puis moi, j'avais toujours peur à cette, j'allais dire imposture. Si mon collègue était là aujourd'hui, je qualifierais mes termes autrement. C'est pas une imposture, un malentendu. Je suis pas un thérapeute. Puis je ne m'en vais pas travailler dans la boîte à poux des gens. Donc, j'avais toujours pour me défendre cette espèce de slogan, j'ai une neutralité en éthique. Avec le temps, je me suis un peu assagi, nuancé. Intervenir, c'est un acte d'ingérence. J'ai beau vouloir être neutre, il n'en reste pas moins que je m'ingère dans une organisation, je m'ingère auprès de personnes. Et c'est la raison pour laquelle je vais reprendre ce que Richard Liento, qui est ici, qui a déjà sorti, entendu dire dans une intervention. Essayons de nous camper dans une scène où la plus grande neutralité axiologique possible. Alors, elle n'est pas totale, mais on va appeler ça une retenue axiologique. Donc, une neutralité, je ne suis pas sûr, mais une retenue axiologique. Pourquoi? Parce qu'on accompagne des gens. Donc, forcément, quand on accompagne des gens, quand on travaille avec des gens, il y a ça qui reste dans l'accompagnement. Il y a un peu de nous dans cet accompagnement-là. L'intervention pose le problème donc du tiers, de l'intervenant. Qui suis-je comme intervenant quand je travaille? Sur les terrains, j'ai eu des discussions avec mes équipes, j'allais dire des différends avec mes équipes. On a travaillé pendant 10 ans auprès de la police de Lausanne, en Suisse. J'ai toujours eu le souci de m'ingérer le moins possible. Et à un moment donné, il fallait que je rappelle mes collègues à l'ordre en disant on n'est pas des travailleurs sociaux. On fait un travail d'éthique, mais il faut aussi savoir s'arrêter dans l'intervention. Donc, il faut avoir une posture de retenue axiologique et aussi quant à la propre posture de l'intervenant. L'intervention pose aussi le problème de l'expertise. Qui suis-je, moi, en éthique, pour avoir une expertise? Est-ce que je connais des valeurs? Là, on va se laisser prendre au jeu Monsieur Blanc. Monsieur plus blanc que blanc. Et c'est tout le problème qu'on a, nous, les intervenants en éthique. Écoutez, je fais des conneries comme tout le monde. Puis je m'engueule comme tout le monde. J'ai des comportements que je ne voudrais pas voir étalés sur la place publique comme tout le monde. Puis je ne suis pas plus salaud que tout le monde. Alors, je ne suis pas plus blanc que vous autres non plus. Et j'ai toujours beaucoup de problèmes avec la moralisation de l'éthique telle qu'on la voit de plus en plus sur la place publique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par, encore là, une réflexion sur nos propres comportements d'exemplarité et tout le reste, mais il ne faut pas tout confondre non plus. Donc, qui suis-je, moi, comme un expert en éthique, quand je fais de l'intervention?
L'intervention a toujours un angle d'analyse, qui peut être celui de la psychologie, de la santé. C'est pour ça que quand je disais mes collègues en sociologie clinique, je retrouvais là beaucoup de clivage, de recoupement avec ce que je faisais moi-même en éthique et en philosophie. Et je pense que les philosophes commencent eux aussi à se poser ces questions-là, mais nous, comme philosophes sur le terrain, c'est quoi notre rôle? Jusqu'où on peut aller? Exactement le même questionnement que les sociologues qui font l'intervention d'entreprise se posent. Il me semble que c'est d'autant plus important d'avoir cette réflexion-là que comme prof d'université, quand je forme des étudiants au doctorat en philo pratique, maintenant à l'Université de Sherbrooke, on a un doctorat en philo pratique, qui on forme? Est-ce que je vais former des profs d'université alors que je sais fort bien que dans tous mes étudiants, il y en a peut-être 1, 2, 10, 15% qui vont devenir profs d'université, 20%? Les autres, ils vont faire quoi? Ils vont probablement faire ce que les sociologues cliniques font, intervenir en entreprise. Alors, qu'est-ce que je forme? Comment je les forme, ces gens-là? Qu'est-ce que je réfléchis avec eux comme cadre conceptuel? On est aussi bien de réfléchir à la dimension pratique de la philosophie, de la même façon que les autres disciplines doivent réfléchir à la dimension pratique de leur propre discipline. Donc, qu'est-ce que l'intervention? Est-ce qu'elle est scientifique, objective, distante, distanciée, relation d'aide, un accompagnement distant, ou toutes ces réponses en même temps, ou toutes ces questions? Je pense qu'il y a un peu tout ça, l'intervention. Pour ma part, si au début, je voyais une coupure entre le théoricien et l'intervenant, je la vois de moins en moins quand je fais de l'intervention en éthique. Il me semble qu'il faut réfléchir de manière théorique notre intervention, sous peine de poser des actes comme intervenants qui sont en porte-à-faux avec ce qu'on veut faire. Je veux bien, et dans les dernières années, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des intervenants développer des outils d'intervention sur le terrain, tellement découragés de voir les profs d'Uni perdre leur temps en beaux discours très, très, très serrés, mais qui n'ont pas d'application, ben, ils se sont dit, on va développer nos outils. Puis, il y a eu comme une espèce de rejet d'une réflexion théorique sur ces outils-là, qui me semble aujourd'hui plus nécessaire que jamais pour nous permettre d'avoir des outils qui sont en accointance, en phase avec notre réflexion. Quel statut le chercheur a-t-il dans cette intervention? Quel statut intervenant professionnel a-t-il dans une intervention? Une intervention faite par un chercheur dans le cadre de sa recherche est-elle différente d'une autre intervention? Je ne suis pas sûr. Moi, j'en ai fait plusieurs interventions sur le terrain. Je ne suis pas sûr que si je veux réfléchir ce que c'est que la philosophie, l'éthique sur le terrain, que je n'ai pas besoin aussi de me nourrir continuellement d'une réflexion plus ou moins théorique, mais nécessaire pour clarifier ces enjeux-là. Et je l'ai fait comme prof d'université, je l'ai fait aussi comme consultant au privé. Et puis, dans les deux cas de figure, je suis bien conscient que j'ai des contraintes différentes, ça, il faut les réfléchir, mais la source d'intervention devrait, à mon sens, demeurer la même. Alors, quel serait mon regard? Ça, c'est des constats que j'ai faits au fil des années. Certains vont y voir une certaine évolution, d'autres vont y voir un surplace, désespérant. Il faut quand même garder ses idées à l'occasion. Mais on avance avec ça. Alors, mon regard maintenant que je m'en vais vous proposer. Bien sûr, je veux réfléchir en éthique. Bon, j'ai plusieurs chapeaux. Je vous ai présenté celui du juriste. J'aurais pu vous présenter aussi celui du philosophe. J'ai évoqué un peu celui du travailleur de terrain. Je suis allé me chercher une formation en économie à un moment donné pour travailler sur ces terrains-là. Alors, je pourrais vous sortir ce chapeau-là. Je pourrais vous sortir mon chapeau de parent dans la vie civile aussi, qui a des interfaces dans mon intervention sur le terrain, dans mes encadrements avec mes étudiants, tout le reste. Mais mon chapeau avec lequel j'ai envie de vous parler, c'est celui de l'éthique. Le statut de chercheur et d'intervenant sont les mêmes lorsqu'on parle d'une recherche-action conçue comme une recherche clinique, à mon sens. On va travailler là-dessus. On va avoir de la place à discussion, mais on va essayer d'avancer avec ça. En s'ingérant dans une situation, l'intervenant ne peut être entièrement neutre, dans la mesure où l'intervenant utilise son expertise pour recevoir et entendre l'autre. Là, j'utilise le terme expertise pour recevoir et entendre. Je n'ai pas la prétention, comme un expert en éthique, pour reprendre ce que je disais il y a de cela quelques minutes, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et d'être un exemple de morale sur deux pattes. Chaque fois que je reviens à la maison, c'est une blague que je fais souvent, ma conjointe ne cesse de me dire que je suis l'être le plus immoral qu'elle connaisse. Hein? Parce que je travaille sur les terrains, je travaille avec des valeurs, avec des trucs avec lesquels je suis en désaccord parfois, en accord d'autres moments. Donc, mon expertise, laquelle? Elle est là pour accompagner des professionnels, des gestionnaires, pour les aider à clarifier les enjeux de valeur. Si j'ai une expertise comme éthicien, et si je pense qu'on peut développer une expertise comme éthicien, c'est celui ou celle d'accompagnateur. Ces clarifications conceptuelles.
Donc, recevoir et entendre l'autre. Je peux bien arriver avec un kit serré en poche, mon kit de consultant que j'ai développé, puis me rendre compte qu'il est tout à fait inapproprié pour l'entreprise sans laquelle je m'avais intervenir. C'est la raison pour laquelle je dois être à l'écoute de l'entreprise avant toute chose. Parce qu'il n'y a pas de bonnes valeurs. Il y a des valeurs qui sont en phase avec une entreprise, avec une mission professionnelle, avec une situation avec laquelle je dois travailler. Dans cette perspective-là, je dois donc me mettre pas au service de l'entreprise, c'est pas la même chose du professionnel, mais dans une posture d'écoute pour comprendre la dynamique dans laquelle je vais devoir inscrire mon travail. Donc, analyser la demande et aider l'autre à identifier une solution dans cette perspective-là qui n'est pas ma solution, mais qui est sans doute une solution avec laquelle on peut travailler. Mon regard sera. Donc, dans cette perspective-là, l'intrusion ne peut être compensée que par une saine retenue. Alors, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pour faire un bon travail d'intervenant en éthique, me semble-t-il, mais dans d'autres perspectives aussi, il y a une dimension très intrusive dans la vie privée de l'organisation et de la vie privée du professionnel. Pour compenser cette intrusion, qui est un peu un voyeurisme à certains égards, je dois m'obliger à une saine retenue. Donc, qu'est-ce que je veux dire par saine retenue? Ce n'est pas mes valeurs que je m'en vais plaquer sur une situation. Je m'en vais réfléchir à une situation. Je vais y revenir dans quelques minutes. Je m'en vais tenter d'identifier dans la situation les valeurs émergentes et pertinentes. Donc, porte sur la capacité d'analyser les valeurs en tension, en conflit, dans une situation, de même que sur la capacité d'accompagner l'autre dans cette analyse et prise de décision. Donc, deux volets. J'ai un travail pour analyser les situations, puis j'ai un travail pour accompagner l'autre, le professionnel, l'organisation, à comprendre cette analyse-là, à défaut de la partager, à tout le moins à produire sa propre analyse. Alors là, tranquillement, je tire mon fil. Je me pose la question, je vous ai dit d'où je partais. Je vous ai fait part un peu des problèmes que posent l'intervention. Quelques-uns, il y en a bien d'autres sans doute que j'oublie, mais quelques-uns à ce moment-ci. Je repose ma question. C'est quoi l'intervention? Alors, on peut avoir une praxis d'intervention, une praxis et une intervention, parce qu'en soi, avoir une praxis, c'est intervenir. Donc, une praxis comme pratique est une activité qui vise un résultat. Toute intervention vise un résultat. J'ai beau essayer de me dire que j'interviens, je veux sortir le violon, commencer à produire. J'interviens auprès d'un gouvernement, auprès d'un organisme public, bien, il y a des résultats attendus. Alors, certains disent d'ailleurs qu'une intervention en éthique, ce n'est pas la meilleure des solutions, c'est le moins pire des mots, à certains égards. Mais il y a un résultat, puis j'insiste beaucoup sur cette dimension très réaliste. Il ne s'agit pas pour moi de produire une réflexion désincarnée, mais au contraire d'utiliser un appareillage conceptuel pour produire des résultats. Et pour moi, il n'y a rien de dommageable à ça. Et j'y perds pas ma virginité de philosophe. Au contraire, je pense que j'y gagne en dimension philosophique, en gain conceptuel sur le plan philosophique. La science de la praxis. Donc, est-ce que si une intervention c'est une praxis, est-ce qu'il y a une science de la praxis? Est-ce que la praxis c'est une science? Bien sûr, vous regardez le dictionnaire, la praxéologie consiste en une analyse de l'action humaine. Donc, une intervention en éthique devrait être une intervention sur l'action humaine, la dimension axiologique et normative de l'action humaine. La praxis d'intervention, l'intervention comme praxis. Alors, on peut jouer sur les mots d'une part ou l'autre, mais déjà cette idée de poser l'intervention non pas comme une technique, c'est pour ça que je le mets là, mais comme une science. C'est pas parce que j'interviens que je dois céder à l'objectivité, à la transparence et à un certain nombre de dimensions, j'allais dire de rigueur dans cette intervention-là. Et trop souvent sur le terrain, c'est ce qu'on voit, un manque de rigueur. Je comprends très très bien là, la dynamique, la dimension de il faut payer mon chèque, il faut que je puisse payer à la fin de mois mon hypothèque et tout le reste. Donc il y a des mandats que je ne peux pas refuser. Je fais un silence. Je pense que tout professionnel doit savoir qu'il doit pouvoir refuser des mandats. C'est le b.a.-ba même du professionnalisme. Et on le voit dans les scandales de la commission Charbonneau actuellement. C'est sûr qu'à chaque fois dans nos vies d'intervenants, on se rend compte après coup qu'un mandat qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter puis qu'on a accepté. C'est pas un manque de professionnalisme, mais c'est un questionnement sur notre professionnalisme. Alors, l'idée pour moi n'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais c'est bien de voir là, qu'il y a une dimension du geste professionnel dans cette dimension d'intervention, parce que je suis en train de travailler avec des collègues en fiscalité, et ils se posent la question de savoir, mais à quel moment, auprès des planificateurs fiscaux, à partir de quel moment on dit à notre client là, que ceci c'est de l'évitement fiscal, puis que ceci c'est acceptable.
Puis, quand ils sont allés faire leur présentation, ils ont été très étonnés de se faire répondre par le planificateur fiscal que non, je n'ai pas le droit de dire à mon client, je suis payé pour ça. On va aller plus loin que je peux aller. Oh, attends un petit peu, tu es un professionnel, tu devrais être dans une dynamique où on attend que tu puisses dire à ton client, non, celui-là, on ne le fera pas. Alors, je tire encore un petit peu mon fil. Alors, on parle d'intervention, puis bien sûr, ce que j'en avais campé comme cadre, et je vais essayer d'activer un peu, ce que je m'avais campé comme cadre, c'est le pragmatisme. Alors, qu'est-ce que le pragmatisme? Je passe rapidement sur les grandes considérations philosophiques. On y va juste avec une définition de Ladal dans l'Encyclopédia Universalis, là. Une philosophie de la science dont la rationalité substitue au doute de type cartésien des questions concrètes du savant et qui fonde par là une théorie expérimentale de la signification. Retenez juste la dernière tranche, vous lirez ça à tête reposée, théorie expérimentale de la signification. Alors, dans cette perspective pragmatique, au fond, ce qu'on est en train de s'installer, c'est dans une posture d'expérimentation. Alors, ça implique, si j'ai bien compris ce que c'est que le pragmatisme, tel que je le comprends tout le moins, ça implique un déplacement d'une philosophie du sujet et du concept, conceptualisation un peu théorique, vers une philosophie de l'action. Pour le dire autrement, ce que je questionne de mon travail ne porte plus sur changer la personne, ne porte plus sur le meilleur concept représentant cette situation-là, mais travaille sur la compréhension de l'action. Puis bien sûr, il va y avoir des contraintes comportementalistes, parce que je pointe Magali dans ce que Magali vient de présenter. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce n'est pas là le lieu premier de mon intervention. Donc, dans une perspective pragmatique, le concept d'expérience incarne un statut. Donc, je suis dans une posture d'expérimentation quand je suis sur le terrain. Pour le dire autrement, toute intervention est une expérimentation. Je n'ai pas un modèle standard que je peux plaquer. Si je le fais, je suis dans une imposture d'intervenant. Le concept d'enquête incarne une démarche, parce que la notion d'enquête est très présente dans le pragmatisme. C'est donc que je m'inscris dans une enquête. Il n'y a pas une organisation qui ressemble à une autre. Le premier travail de l'intervenant et aussi du chercheur, c'est celui de se mettre dans une posture d'enquête, de compréhension des organisations et d'enquêter sur l'origine de cette organisation, la mission, la finalité, tout le reste. Il n'y a pas un milieu policier qui est le même. On travaille au Québec et Dieu sait qu'on a eu des grandes surprises quand on est arrivé en Suisse pour comprendre le travail policier. La baboune nous a décroché la mâchoire en disant « Oh boy, c'est pas le tiers-monde, mais c'est pas loin. » Je parle de petits copains suisses, là. Alors, il faut voir qu'à certains égards, on arrive dans des contextes d'intervention où il faut mettre de côté nos préjugés aussi. Et quand on entend parler mes collègues brésiliens, où je suis allé récemment, puis là, encore une fois, on se dit, oh boy, dans quel contexte ces gens-là vont travailler dans l'intervention dans le milieu de favela, Rio et tout le reste. Donc, une perspective d'enquête, une perspective d'expérience. Le concept de vérité renvoie à une vérité construite plutôt que donnée. Encore là, l'idée aussi, il n'y a pas un bon comportement professionnel. C'est ça une vérité, ce que j'entends par notion de vérité. Je ne veux pas amener les gens à défendre une représentation du professionnalisme, mais plutôt à réfléchir les différentes possibilités dans lesquelles on va s'inscrire. Je tire mon fil encore un petit peu. La situation, l'acteur et l'institution. Donc, toute intervention repose sur la compréhension de situations problématiques. En éthique, ces situations-là portent sur des conflits de normes et de valeurs. Donc, les trois, conflits de valeurs, conflits de normes et de valeurs, conflits de normes. Vraiment, dans les trois dimensions, le travail en éthique n'est pas purement normatif. Ces tensions, conflits découlent du jeu de l'acteur et de l'institution. Bien sûr, c'est des personnes, c'est une institution. Mais l'objet de mon travail, ce n'est pas la personne et l'institution, mais c'est la situation dans lesquelles la personne et l'organisation se retrouvent. Et ça, c'est important de le voir aussi, parce que ça va avoir des conséquences par la suite. Je ne suis pas là pour défendre une institution, je suis là pour travailler à identifier des risques, à identifier un certain nombre d'objets dans cette institution-là qui posent problème. Donc, la situation renvoie l'incertitude, l'indétermination, c'est le propre du travail en éthique. Et pour comprendre ce pouvoir d'agir, il nous faut prendre en considération les contraintes de l'action, les systèmes dans lesquels ces contraintes s'exercent. Alors, c'est pour ça que quand on fait une formation en éthique, ce que je suis en train de faire avec mon collègue Bégin et Marchildon, ma collègue Marchildon, c'est de se dire, ben oui, je forme, c'est quoi le cadre conceptuel, c'est quoi la compétence que je m'en vais développer, c'est quoi les contraintes dans lesquelles je vais développer tout ça. Parce que ça, c'est contraintes et jeux de pouvoir. Donc, le cadre de référence pragmatique. Donc, si je vais dans le cadre pragmatisme, à ce moment-là, dans lequel je m'en vais mettre la table, donc, la perspective d'intervention va porter sur les conflits et tensions de valeurs. Pour moi, c'est important de ne pas réduire le travail de l'éthicien à la seule identification des dilemmes éthiques.
j'allais dire des dilemmes quasi existentiels. Il y a une gestion de risque en éthique. Si on avait mieux géré les risques en éthique au Québec, à tout le moins, on ne serait peut-être pas avec la commission Charbonneau actuellement, parce qu'on aurait mieux compris la mission de l'État, puis on n'aurait peut-être pas vidé l'État de l'intérieur comme on l'a fait pour se retrouver avec les bandits à l'intérieur. On se serait peut-être mis dans d'autres contextes organisationnels plus souhaitables au niveau de l'éthique. Donc, l'éthique, c'est pas juste les dilemmes, est-ce que je fais A ou je fais B. Bien sûr, il y a une grande partie du travail de l'éthique qui se fait là, mais il y a aussi, plus que ça, c'est les tensions qui sont présentes, qui sont potentielles, mais pas toujours actives au sein d'une institution. Il faut être capable de les comprendre pour intervenir sainement. Dans cette perspective-là, on peut chercher, revirer la littérature de tous côtés, faire un nombre incalculable de nuances, et chaque intervenant présentera son modèle par la suite. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas 56 000 modèles possibles en éthique. Il y a deux grandes familles, peu importe qu'on appelle ça des modèles ou des approches ou autres, dans la typologie. Il y a une approche que je qualifierais de comportementaliste, qui est un peu moralisatrice d'une certaine manière, ce que Magali vous a mis sur la table tantôt, et on n'y coupe pas. Hein? Il ne faut pas les voir nécessairement comme en opposition, ces deux trucs-là. Moi, je pense qu'il faut voir par quel bout je prends, par quel bout de la lorgnette je prends tout ça pour mon travail d'intervenant. Là, c'est des perspectives sans doute différentes. Est-ce que je travaille essentiellement sur le contrôle des comportements? Vous aurez compris que ce n'est pas ce que je m'en vais vous présenter, ou une approche comportementaliste. Est-ce que je travaille sur l'analyse des conflits et tensions découlant d'un accompagnement du sujet? Puis là, je reprends le terme de mon collègue Herreras aussi, que j'ai trouvé dans sa littérature, que je trouvais très bien choisi, de advenir. Pourquoi puis là, peut-être qu'il vous présentera le truc tantôt en disant qu'il s'est complètement planté. Mais comment moi je le prends, ce truc-là? Comment je trouve ça intéressant? Le sujet, je n'ai pas un modèle de professionnel sur le terrain. Mon travail comme intervenant en éthique, c'est de permettre aux professionnels de faire émerger sa propre compréhension de son travail, de le faire advenir, hein, de le faire jaillir. Puis je dirais que j'ai le même travail à faire auprès d'une organisation. Moi, une organisation policière qui me présente clé en main, voici ce que je vais faire, voici ce que je dois faire, je trouve ça charmant, je trouve ça cute, mais je trouve pas ça tellement intéressant. Parce que je trouve qu'il manque une perspective de réflexion sur le travail de ce policier-là. Et je pense que la plupart des uns et des autres qui font un travail de terrain auprès des professionnels savent fort bien que le premier travail qu'on a à faire avec les professionnels, c'est les camper correctement dans leur bottine de professionnels pour qu'ils soient capables de comprendre que ce n'est pas le modèle de l'université, ce n'est pas le modèle de l'État, c'est le modèle de ce qu'eux vont pouvoir faire émerger au sein de leur propre pratique. C'est pour ça que je trouve le terme « advenir » particulièrement heureux comme manière de camper le propos. Donc, au sein d'une société, d'une institution en perpétuel changement. Parce qu'encore là, je veux bien qu'une institution, voici le modèle standard de l'organisation XYZ de l'État ou d'un gestionnaire. Mais dans les sociétés dans lesquelles on travaille aujourd'hui, il n'y a pas un État figé. Il n'y a pas une organisation figée. Les organisations sont en perpétuel changement et plus rapidement que jamais. Donc, il faut être capable de travailler sur les terrains pour comprendre ce qui arrive sur ces terrains. Ce qui implique une intervention fondée sur la compréhension de l'action à laquelle prend part le sujet et dans laquelle s'inscrit l'institution et l'environnement de ce sujet. Autrement dit, je n'arrive pas avec mon modèle tout fait. Bien sûr, j'ai quelques outils, mais je suis là pour écouter un peu, encore là, comme je reprends souvent l'image, du médecin qui me reçoit en clinique. Il y a un savoir, bien sûr, j'espère à tout le moins, mais s'il ne m'écoute pas, il risque de passer à côté de la traque. Alors, le B.A.B.A. d'intervention part de cette écoute-là que je vais pouvoir avoir auprès de l'organisation. Dans le second cas de figure, donc, celui que je viens de camper, pragmatiste, d'accompagnement, la perspective pragmatique, pourquoi je la défends? C'est parce que sur le plan conceptuel, philosophique, épistémologique, on pourrait revenir à une autre conférence avec quelques minutes en plus, parler de ça, mais ça me permet de reconstruire ma compréhension du terrain. Je n'ai pas une compréhension figée. J'ai une ouverture à ce terrain-là, de proposer des pistes de solutions sur mesure qui s'inscrivent dans la singularité des situations. Là, vous allez me dire, oui, mais André, tous les intervenants font ça. Oui, le problème, c'est que parfois, ils font, même souvent, ils le font sans même savoir pourquoi ils le font, sinon parce qu'il faut répondre à une commande. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'asseoir conceptuellement cette réponse-là sur le plan épistémologique. Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que la réponse a moins de saveur ou moins de rigueur épistémologique que celle du théoricien dans son université? Je ne pense pas, mais il faut respecter un cadre conceptuel pour l'amener là.
Donc, le cadre de référence utilisé pour développer ce type d'intervention devient alors un cadre de référence pouvant être utilisé tout autant par l'intervenant que par le chercheur, si ma compréhension est encore la bonne, puisqu'on y trouve une épistémologie, une lecture sociale et des outils conceptuels développés à partir de l'action. Je faisais des blagues il y a 2 minutes en parlant du pragmatisme. Pour moi, le pragmatisme, c'est plus qu'une mode. Je peux conceptuellement l'asseoir dans une compréhension de ce qu'est une connaissance. Je peux aussi l'asseoir conceptuellement dans une représentation anthropologique de ma société actuellement, et je peux aussi l'asseoir dans une représentation sociologique de ma société. Je trouve ça intéressant dans les 3 familles de disciplinaires avec lesquelles je vais pouvoir travailler, que je puisse asseoir ma compréhension et ouvrir à la multidisciplinarité. Pas ouvrir à la multidisciplinarité à partir de mon regard, j'allais dire de philosophe, ou de mon regard disciplinaire et ajouter des tranches des autres disciplines, mais vraiment ouvrir dans ce regard interdisciplinaire à la réflexion. Parce que c'est ça le pragmatisme. Quand on retourne regarder le pragmatisme, c'est une invitation faite aux philosophes d'ouvrir sa boîte pour accueillir, réfléchir les sciences humaines, qui sont issues de la philosophie aussi, mais pas dans un rapport de subordination des sciences humaines à la philosophie, mais les philosophes ont à réapprendre des autres sciences humaines désormais. Donc, le pragmatisme, selon Peirce, des effets pratiques, objet de notre conception, conception complète de l'objet. Ce que ça veut dire, le pragmatisme concerne l'action, pragma, c'est une méthode de pensée, d'appréhension des idées. J'aime bien ça, l'idée d'appréhender des idées, mais qui consiste à reconstruire l'idée à partir de l'action plutôt qu'à imposer l'idée à l'action. Et encore là, je vais pirater un peu un mot que j'avais entendu de Richard Linteau, qui travaille dans l'équipe. C'est une posture qui n'est pas en surplomb, mais qui est en interface avec la situation. Donc, je n'ai pas la prétention de me poser comme dans une perspective philosophique traditionnelle en surplomb, puis je lis la réalité avec ça, mais j'ai la prétention de comprendre la réalité et de co-élaborer cette réalité-là avec le terrain. Ça nous permet d'appréhender l'intervention à partir de la manière dont l'action se structure en fonction de certaines valeurs, plutôt que d'avoir des a priori, et plutôt que d'aborder le lieu d'intervention comme un objet déjà donné, qui autoriserait l'application d'un même modèle a priori à toutes les institutions et corporations, l'intervention se constitue comme une résultante de l'action, comme le résultat plutôt qu'un a priori ou un donné. Je travaille partant de cette perspective sans a priori. Je co-construis dans tous les sens du terme à partir de l'action. Et là, on arrive, me semble-t-il, avec une plus grande richesse face aux gestes d'intervention. Est-ce que, pour autant, quand j'arrive là, j'ai dit, ben voici ce que c'est que l'intervention, puis maintenant je vais vous dire, voici ce que c'est que la recherche. Il me semble qu'on a besoin d'une filiation plus continue, oui, avec le geste de la recherche et de l'intervention. Donc, la proposition que je fais réconcilie, me semble-t-il, l'action et la réflexion nécessaires au chercheur pour produire son analyse, tout autant lors d'une intervention que d'une recherche en éthique. Je ne peux pas me passer de ma compréhension du terrain pour pouvoir réfléchir correctement les enjeux de pouvoir au sein des organisations. Alors, j'ai besoin de ce terrain-là pour me nourrir, pour conceptualiser. Donc, je n'ai pas une manière de faire de la recherche puis une manière de faire l'intervention. J'ai une posture peut-être différente, mais un même continuum épistémologique à parcourir. Donc, la proposition installe le travail d'intervention dans une double perspective. Une première perspective qui est celle de l'action, j'interviens. Une seconde perspective qui est celle de la recherche. J'interviens pour nourrir ma propre recherche. Ces deux perspectives sont réconciliées dans l'enquête, qui peut être associée à une approche clinique. Parce que l'enquête philosophique, c'est vraiment ce travail de clinicien, de fine-tuning, hein, qu'on va faire sur le terrain. Et puis je vais finir avec celle-là, parce qu'après tout, je reste philosophe aussi un peu. Une philosophie pratique et engagée. Pour moi, cette perspective pragmatique, puis je ne veux pas m'installer dans une lecture béate de Peirce, de James, de Dewey, qui sont évidemment les concepteurs du pragmatisme. Je ne veux pas non plus être trop prétentieux puis me dire on va réinventer le pragmatisme, mais comme toute pensée, elle évolue aussi. Donc, il faut se nourrir de nos concepteurs, précurseurs, pour revoir, en partie à tout le moins, des moments de ce pragmatisme-là. Donc, la proposition que je viens de formuler n'est pas sans conséquence sur le travail du philosophe et des chercheurs en sciences humaines. Elle déplace notre lieu d'enquête. Ce n'est pas juste sur le sujet que j'enquête. En fait, j'enquête pas sur le sujet. J'enquête sur des actions, sur des situations dans lesquelles prennent part ou auxquelles prennent part des sujets et des personnes. Elle déplace mon lieu de réflexion. Je ne suis pas dans le mentalisme, comme on utilise le terme souvent en éthique, c'est-à-dire de
fouiller dans la boîte à poux, savoir ce qui se passe là. J'ai aucune prétention à cet égard-là. Mon lieu de réflexion est vraiment dans les situations. Elle déconstruit le cadre des méthodologiques usuelles. Et surtout, la proposition que je fais ouvre le travail scientifique à plusieurs types d'approches et méthodes. Il situe ce travail dans une théorie critique proche de celle souhaitée par l'École de Francfort. Récemment, j'écoutais ma collègue Alison Marchilon dans un colloque sur les intellectuels, puis je l'ai entendu utiliser le terme, je vais vous parler avec un intellectuel un petit i par rapport à un intellectuel grand i. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis plus capable d'avoir ce philosophe qui se pose en éclaireur des consciences, notre BHL national ou autre, pour nous dire où on va aller et guider la prose, la plèbe derrière lui. Il me semble que l'intellectuel, le philosophe, doit faire preuve de modestie. Bien sûr, on a des choses à dire dans l'espace public, peut-être plus que d'autres, pourquoi pas, mais dans une perspective d'intellectuel, j'allais dire de bricoleur, sur le plan méthodologique. Il me semble que c'est là l'intérêt de la perspective pragmatique, pour pouvoir travailler correctement à l'intérieur de ça. Tantôt, et puis, comme philosophe, je trouve ça intéressant de challenger. Je suis en train de challenger, là, je disais, ma pub, puis je finis là-dessus, challenger mes collègues philosophes, puis on est en train de sortir un bouquin qui va sortir à l'automne sur la philosophie pratique. Est-ce que ça se peut qu'on pose la philosophie dans la sphère publique, non pas à partir d'une théorisation de cet espace-là, mais plutôt d'une réflexion sur les enjeux? C'est un collectif, on n'est pas tous d'accord, vous allez voir, mais il n'en reste pas moins que là, il me semble-t-il, un travail, un chantier sur le plan conceptuel à mener. Alors voilà, merci.